Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne Vestiaire pour une nouvelle vidéo actu et je vous préviens d'avance, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est vraiment lourd. Ok, ce jeune que vous voyez là s'appelle Zachary Miron, c'est un ado québécois âgé de 15 ans que vous connaissez sûrement pas et pourtant aujourd'hui son nom est sur le point de devenir une loi au Québec. On parle d'une vraie loi votée par un parlement, la loi Zachary Miron, qui actuellement fait beaucoup débat entre les différents partis politiques québécois. Alors pourquoi ce jeune Zachary, un ado en apparence parfaitement lambda, a poussé tout un gouvernement à instaurer une loi en son nom? Eh ben écoutez, la réponse elle est vraiment triste. Il y a maintenant 2 ans et demi de cela, le 12 janvier 2024, Zachary Miron a tragiquement perdu la vie lors d'une sortie scolaire de snowboard à l'âge donc de seulement 15 ans. Alors oui, la mort d'un ado, c'est toujours quelque chose de tragique, mais malheureusement, des affaires comme celle-là, bon, des jeunes qui succombent à la suite d'un effort physique, il y en a énormément chaque année dans le monde. Pourquoi cette histoire en particulier s'est retrouvée au cœur de la politique québécoise? Eh ben, et ça c'est l'élément le plus troublant de toute cette affaire, vous l'avez lu dans le titre, Zachary Miron est mort à cause d'une canette de Red Bull. À savoir une boisson vendue massivement partout dans le monde et que vous avez sûrement tous consommé au moins une fois. Moi le premier. Ouais, une boisson distribuée dans pratiquement tous les commerces et en partie responsable de la mort d'un jeune de 15 ans. Et pour le gouvernement québécois, hors de question qu'un tel drame se reproduise. Alors, quel a vraiment été le rôle de cette canette de Red Bull dans la mort de Zachary? Quelles sont les circonstances exactes de son décès? Quelle est réellement cette fameuse loi que le Québec souhaite instaurer pour éviter que cela se reproduise? Pourquoi elle fait débat? Vous allez voir d'ailleurs, les raisons sont pas forcément celles que vous croyez. Bref, après cette vidéo, vous aurez les réponses à toutes ces questions. C'est un sujet vraiment important dont on n'a pratiquement pas entendu parler en France et j'estime qu'il est vraiment nécessaire de vous partager cette affaire car clairement on pourrait avoir affaire à des débats similaires ici dans quelques mois voire années. C'est même sûr en fait. Ok, bon, déjà, qu'est-ce qui est réellement arrivé à Zachary? Eh bien, avant toute chose, pour poser le décor, Zachary Miron, c'était, comme je vous le disais, un ado de 15 ans qui a étudié dans un établissement privé des Laurentides, l'Externat Sacré-Cœur. Et clairement, c'était pas un gamin qui faisait n'importe quoi avec sa santé. C'était un vrai sportif. L'entraînement, c'était une de ses priorités. Son père raconte même qu'il avait carrément des objectifs notés dans son agenda avec des cases à cocher, du style 8 à 9 heures de sommeil, études, entraînement, discipline, santé mentale. Donc, ouais, retenez bien ça, on parle pas d'un ado imprudent, on parle de quelqu'un qui faisait justement attention à sa santé plus que la moyenne. Le 12 janvier 2024, c'est un vendredi, et ce jour-là, l'école de Zachary organise une sortie de snowboard au sommet Morin Heights, une station de ski des Laurentides. Zachary, il est tout content, il aime beaucoup ce genre de sortie, son père lui a ciré sa planche le matin même, mais pendant la sortie, alors qu'il est sur les pentes avec ses copains, en pleine activité physique donc, Zachary s'effondre brutalement. Son cœur, il s'arrête de battre soudainement alors qu'il n'avait aucune maladie cardiaque connue. Ses amis et ses professeurs autour réagissent vite, les secours sont appelés, on entreprend des manœuvres de réanimation, mais malgré tous ses efforts, ils n'arrivent pas à le réanimer. Zachary meurt sur place à 15 ans, au milieu d'une journée de sport entre amis. Pour ses parents, vous vous en doutez, c'est l'incompréhension qui règne. Du jour au lendemain, leur fils, en pleine santé, sportif, sans aucun antécédent, s'écroule et meurt sur une piste de ski sans explication. Alors dans ce genre de situation, la première explication qui vient généralement en tête, c'est celle d'une probable pathologie cardiaque qui n'aurait pas été détectée. Bien souvent dans ce genre d'affaires, impliquant des décès soudains lors d'efforts physiques, les médecins légistes décèlent grâce aux autopsies des malformations cardiaques qui n'avaient jamais été détectées et qui sont à l'origine du décès. Sauf que lors de l'autopsie de Zachary, les médecins révèlent que son cœur était parfait. Aucune malformation, aucune anomalie cachée, aucun de ces problèmes cardiaques silencieux qui emportent parfois des jeunes sportifs sans prévenir. Son cœur, sur le papier, c'était celui d'un gamin de 15 ans en pleine forme. Malgré une autopsie complète, personne ne sait pourquoi Zachary est mort. Et ce mystère, il va planer pendant des mois. Enfin, imaginez la frustration des parents quand même. Il manque une foutue pièce dans cette histoire. Et cette pièce, elle va arriver que bien plus tard, plus d'un an après sa mort, quand la coroner, donc l'équivalent du médecin légiste, rend enfin son rapport. Son rapport, il pose le doigt sur deux éléments que Zachary avait dans le corps ce jour-là. La première, c'est un médicament, parce que Zachary, en plus d'être sportif, vivait avec un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et pour ça, il prenait un traitement tout ce qu'il y a de plus normal, prescrit par un médecin, qui s'appelle le Bifantin. Des jeunes qui en prennent, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, c'est hyper courant. Il avait pris sa dose le matin du drame, comme tous les jours. Et le deuxième élément, vous voyez venir, c'est le Red Bull. L'équivalent d'une seule canette de Red Bull qu'il avait bu dans la journée entre deux descentes.
Alors j'insiste là-dessus, hein, on parle d'une boisson énergisante que des millions de gens boivent tous les jours sans aucune complication. Sauf que pour Zachary, le mélange de ces deux éléments-là, donc son médicament et cette canette, lui a été fatal. Maintenant, la question qu'on a le droit de se poser, c'est comment? Comment un truc aussi banal qu'un Red Bull a pu littéralement arrêter le cœur d'un ado en bonne santé? Alors pour le comprendre, faut rappeler un truc de base, hein, certaines substances prises séparément sont gérables par ton corps, mais mélangées ensemble, elles peuvent devenir dangereuses. Et c'est ce qu'on appelle en chimie une interaction. D'un côté, tu as le bifantin, c'est un médicament à base de méthylphénidate. En gros, c'est un stimulant, son rôle pour quelqu'un avec un TDAH, c'est de l'aider à se concentrer. Mais comme tout stimulant, bah, il a un effet secondaire, il accélère un peu le rythme cardiaque. Alors ça, c'est connu, c'est documenté, et pris seul dans le cadre d'une prescription, c'est maîtrisé. Et puis de l'autre côté, bah t'as le Red Bull. Et un Red Bull, c'est quoi? Bah c'est de la caféine, beaucoup de caféine avec d'autres stimulants. Et la caféine, qu'est-ce qu'elle fait? Bah oui, elle accélère le rythme cardiaque, elle aussi. Ouais, je pense que vous voyez où je veux en venir. Là, on parle de deux substances qui appuient sur l'accélérateur du cœur, et quand tu les mets ensemble dans le même corps, leur effet ne s'additionne pas juste gentiment, hein, il se démultiplie. Les cardiologues, ils ont un terme pour ça, c'est la potentialisation. Dans les grandes lignes, le cœur de Zachary, il s'est retrouvé poussé à fond et fatalement, le rythme s'est complètement déréglé et ça a provoqué ce que la coroner appelle une arythmie cardiaque maligne. Le cœur qui s'emballe, qui perd le rythme et qui finit par s'arrêter. C'est uniquement ce cocktail médicament plus énergisant qui a tout déclenché, sur un cœur normal, celui de n'importe quel ado. Et c'est là que tu réalises vraiment l'ampleur du truc, parce que ce médicament pour le TDAH, des centaines de milliers de jeunes le prennent. Et les boissons énergisantes, bah c'est devenu une banalité absolue chez les ados. Imaginez le nombre de potentielles victimes. Je vous donne un chiffre hein, pour vous donner une idée, la consommation de boissons énergisantes chez les jeunes a quasiment doublé entre 2016 et 2023. Rien qu'au Québec, le marché de ces boissons au Canada, c'est 3,5 milliards de dollars et ce marché, il devrait encore doubler d'ici 2030. Donc on a d'un côté de plus en plus de jeunes sous médicaments stimulants et de l'autre de plus en plus de jeunes qui descendent des canettes d'énergisants régulièrement. Clairement, ces deux constats mis côte à côte, ils sont pas vraiment rassurants. Mais le vrai gros problème dans cette histoire, c'est que bah c'est pas un risque vraiment connu du grand public. Quand t'achètes une canette, il n'y a pas écrit en gros attention mortel si vous prenez un traitement à base de stimulants. Et les parents de Zachary, ils l'ont dit eux-mêmes. Comment on aurait pu le savoir? C'est exactement ça qui a transformé ce drame en vrai combat public, qui aujourd'hui est au cœur du débat au Québec. Alors les parents de Zachary, David Miron et Véronica Martinez, ils auraient pu rester dans leur deuil en silence. Mais au lieu de ça, ils ont décidé d'agir pour lui faire justice. Son père, il l'a clairement dit, si on est là, c'est pour donner un sens à la mort de notre garçon. Alors bon, tout commence vraiment fin 2025, presque 2 ans après la mort de Zachary, quand l'émission d'enquête de Radio-Canada sort un reportage qui raconte l'histoire de Zachary et révèle au grand public les conclusions de la coroner. C'est vraiment à ce moment-là que le pays découvre vraiment cette histoire. Suite à la sortie de ce reportage, les parents de Zachary lancent le mouvement Zachary Miron, et ce mouvement, il prend une ampleur de dingue. Une pétition est lancée pour réclamer l'interdiction de vendre des boissons énergisantes aux mineurs. Elle dépasse les 35 000 signatures. Le milieu scolaire embarque à son tour. Des directions d'écoles privées s'unissent publiquement pour réclamer une loi. Et ça, c'est vraiment pas un hasard quand on sait que dans certains de ces établissements, jusqu'à 30% des élèves ont un diagnostic de TDAH. Donc 30% des élèves potentiellement sous un médicament qui, combiné à un énergisant, peut exactement faire ce qui est arrivé à Zachary. Très vite, le milieu du sport embarque aussi, le milieu de la santé, les pharmaciens. La ville où Zachary étudiait, Rosemère, vote carrément à l'unanimité des résolutions pour soutenir le mouvement et demander au gouvernement de légiférer sans délai. Et face à tout ce mouvement, le gouvernement finit par bouger. La ministre de la Santé dépose un projet de loi, le projet de loi numéro 9, au titre très clair, loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes. L'objectif, il est simple, interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, exactement comme on interdit déjà l'alcool ou la cigarette aux mineurs. Voilà, sur le papier, c'est une belle histoire, un drame, un combat de parents, une mobilisation nationale, et au bout, une loi qui porte le nom de leur fils. Sauf que, c'est jamais aussi simple. Parce que cette loi, au moment où je vous parle, elle est en train de se faire freiner. Alors attention, cette histoire, elle est plus subtile que les gentils qui veulent protéger les enfants contre les méchants qui veulent vendre des canettes. La réalité, elle est quand même un peu plus nuancée que ça, et c'est justement ce qui rend le débat intéressant. Ok, donc on va commencer par le camp pour, parce que c'est le plus large et le plus simple à comprendre. Pour l'immense majorité des partis politiques, du milieu médical et des parents, c'est juste une évidence. Les arguments, ils sont béton. De 1, la science est claire. Boire des boissons énergisantes, c'est documenté comme dangereux pour la santé des adolescents, médicaments ou pas. Et
combiner un traitement stimulant, ça peut tuer. On en a la preuve avec la triste histoire de Zachary Miron. De deux, on encadre déjà plein de choses pour les mineurs. L'alcool, le tabac, les jeux d'argent. Pourquoi est-ce qu'une boisson dont on sait qu'elle peut être mortelle pour certains jeunes échapperait à cette règle? Ça paraît logique en fait. De trois, comme je vous l'ai dit, la consommation explose. Elle a doublé en 7 ans. Donc le problème, au lieu de se réduire, il grandit. Bref, pour eux, c'est du bon sens, on protège les jeunes, point final. Mais alors, du coup, il y a qui freine? Et surtout, pourquoi? Alors, dans le camp d'en face, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils disent pas non plus non, faut continuer à vendre des énergisants aux gamins. Personne ose dire ça, évidemment. Non, non, le frein principal, il vient surtout d'une députée du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, et son argument, il porte pas vraiment sur le fond selon ses dires, mais plutôt sur la méthode. Son raisonnement, en gros, c'est ok pour légiférer, mais pas comme ça, pas à la va-vite. Elle reproche au gouvernement de déposer ce projet de loi une semaine seulement avant la fin de la session parlementaire, ce qui veut dire que pour le faire passer à temps, il faut une procédure accélérée, donc voter vite, sans le débat parlementaire complet, sans consulter en profondeur. Et elle, ce qu'elle demande surtout, c'est de prendre le temps, d'entendre les scientifiques, les pharmaciens, mais aussi, et c'est là que ça grince, l'industrie des boissons énergisantes, et les distributeurs. Son idée générale, c'est qu'une loi importante, ça se fait pas sur un coin de table en quelques jours seulement. Alors le truc, c'est qu'elle va même plus loin en accusant carrément le gouvernement de faire du populisme. Elle dit, en gros, ça fait 3 ans que vous auriez pu déposer cette loi, et comme par hasard, vous le faites maintenant, juste avant la fin de session, en surfant sur l'émotion. Ouais, c'est un argument qui dérange vraiment, parce qu'on a l'impression qu'elle bloque une loi qui protège des enfants. Mais si on enlève l'émotion 2 secondes, dans le fond, sa question, donc est-ce qu'on doit voter des lois dans la précipitation sous le coup de l'émotion, c'est pas vraiment une question idiote en soi. C'est même un vrai débat démocratique. Mais le problème, c'est que niveau communication, ouais. À un moment, pour illustrer que plein de choses interagissent avec des médicaments, elle a lancé va-t-on aussi interdire les pamplemousses? Parce que oui, le pamplemousse interagit avec certains traitements. Sauf que bon, comparer la mort d'un ado à un pamplemousse niveau communication, c'était disons maladroit. Elle l'a d'ailleurs reconnu elle-même après coup. Puis bon, derrière tout ça quand même, il y a aussi un dernier élément, plus discret mais tout aussi important. En coulisses, le lobby des boissons énergisantes a une influence clairement non négligeable. C'est un marché de plusieurs milliards qui, je vous le rappelle, est encore censé doubler. Donc forcément, une interdiction de vente aux mineurs pour ces entreprises-là, c'est un manque à gagner énorme. Et plusieurs observateurs ont noté que certains arguments des opposants ressemblaient étrangement au discours de cette industrie. Donc bref, voilà le vrai visage du débat. D'un côté, des parents, des médecins et la quasi-totalité de la classe politique qui disent il faut agir maintenant, on a assez entendu. De l'autre, une voix qui dit légiférer, oui, mais pas dans la précipitation et pas sous le coup de l'émotion, avec en toile de fond une industrie qui a tout intérêt à ce que ça traîne. Et au milieu, il y a deux parents qui se battent juste pour qu'aucune autre famille ne vive ce qu'ils ont vécu. Bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'au moment où je vous parle, cette affaire, elle semble se débloquer. Après une rencontre avec les parents de Zachary, la députée qui menaçait de tout bloquer a fini par lâcher du lest. En gros, elle maintient sa demande de consultation, mais elle ne bloquera plus l'adoption. Mon cœur de mère est touché, c'est difficile de bloquer un projet de loi de santé publique comme celui-là, a-t-elle déclaré après coup. Et à l'heure où je vous parle, c'est tombé ce vendredi là, le projet de loi Zachary Miron a officiellement été déposé. Maintenant, il reste encore à le faire adopter par les députés. Le projet devra être étudié, débattu et voté avant de pouvoir devenir une véritable loi. Écoutez, c'est une affaire que je me devais de vous partager en détail. Je trouve ça assez fou quand même qu'en France on en parle aussi peu, alors qu'à mes yeux c'est un sujet extrêmement important. Sur cette chaîne on parle d'actu en rapport avec le milieu du sport. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre tous les enjeux de cette affaire. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour partager votre avis sur la question. Quant à moi je vous dis à plus.